Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous, imaginez un peu la Croisette, un après-midi du mois de mai. Le soleil tape sur les vitres du palais des festivals, donc on est à Cannes, vous l'avez compris, les caméras sont braquées sur les marches, les flashs crépitent. Mais derrière les sourires des acteurs et les robes des créateurs, l'air est un peu tendu. C'est pas un film qui agite Cannes cette année-là, c'est une véritable guerre, une guerre invisible, culturelle, j'irais presque jusqu'à dire technologique. On est en 2018 et pour la première fois depuis sa création, le Festival de Cannes interdit tout simplement l'accès à la compétition officielle à une entreprise qui n'a rien d'un studio de cinéma, Netflix. Tout film qui souhaite concourir pour la Palme d'Or devra sortir dans les salles françaises, déclare alors Thierry Frémaux, le délégué général du festival. Une phrase simple, mais en fait très lourde de sens. Elle vise une société américaine qui, à peine 20 ans plus tôt, livrait encore des DVD par la poste, imaginez un peu. Ce jour-là, sur la Croisette, le monde du cinéma comprend que quelque chose d'irréversible vient de se produire. Un acteur venu du numérique, intégralement de la Silicon Valley, ose venir défier le plus prestigieux festival du monde. Et il n'a même pas besoin de tapis rouge pour le faire. Il lui suffit d'un écran, d'un clic, d'un abonnement. Du coup, Netflix boycotte Cannes. Ted Sarandos, son directeur des contenus, l'annonce froidement. Nous voulons être sur un plan d'égalité avec les autres cinéastes. Si Cannes veut rester bloqué dans le passé, c'est son choix. C'est dit, le ton est posé, les modernes contre les anciens, c'est vieux comme le monde. Derrière cette phrase, vous avez effectivement un affrontement de civilisation, celui des salles obscures, des bobines et du grand écran, contre celui des écrans connectés, des algorithmes, de la personnalisation. L'un vit de la rareté, du rituel et du silence. L'autre se nourrit du flux, de la répétition et de l'instantané. Entre les deux, une question. Que devient le cinéma quand il n'a plus besoin du cinéma ? Et pendant que les critiques débattent sur la place du 7e art à l'ère du streaming, Netflix continue d'étendre sa toile. 125 millions d'abonnés à travers le monde, 8 milliards de dollars investis dans les contenus chaque année, et un nouveau film produit par Martin Scorsese, The Irishman, prévu pour 2019. Un film de Scorsese, vous avez bien entendu, produit non pas par un studio, mais bien par une plateforme en ligne. C'est plus qu'un tournant, c'est un véritable séisme. Parce que cette plateforme, qui se rêvait simple vidéoclub en ligne, s'est transformée en véritable empire culturel. Elle ne se contente plus de diffuser. Elle produit, elle écrit, elle façonne même nos goûts. Elle a inventé une habitude, un mot, un mode de vie, le binge-watching. Regarder sans s'arrêter, dévorer des séries comme on avale un roman d'un seul trait. Derrière chaque image, un calcul, derrière chaque recommandation, un algorithme, et derrière chaque série à succès, une intuition, celle qu'en observant assez longtemps nos comportements, on peut prédire ce que nous allons aimer, parfois même avant que nous le sachions nous-mêmes. Alors, comment tout ça a commencé ? Comment une petite société californienne a-t-elle bouleversé un siècle de culture audiovisuelle ? Et que dit cette histoire de nous, spectateurs du XXIe siècle, connectés, distraits et assoiffés d'images ? Parce que l'histoire de Netflix, c'est pas seulement celle d'une entreprise, c'est celle d'une révolution, une révolution silencieuse, qui a transformé notre rapport au temps, au choix, et à la culture. Une révolution née d'une frustration banale, un DVD rendu en retard, est devenu un système mondial où tout semble accessible tout le temps, à n'importe quel moment. Une révolution qui, au passage, a quand même forcé Hollywood à se réinventer, les télévisions à se battre pour leur survie et les spectateurs à devenir des utilisateurs. Au fil de cette émission, on va remonter le fil de cette aventure hors norme, des débuts bricolés dans un garage californien, comme toujours, comme le veut la coutume, à la conquête planétaire du streaming. Des batailles contre les géants de la télévision à l'arrivée en France dans le pays de l'exception culturelle. Des premières séries cultes, House of Cards, Stranger Things, La Casa de Papel, jusqu'à la guerre des plateformes qui déchire aujourd'hui le monde du divertissement. Mais encore une fois, au-delà des chiffres et des succès, une autre question nous hante. Qu'est-ce qu'on va perdre quand tout va devenir disponible ?
quand la rareté disparaît, quand l'attente n'existe plus, quand chaque désir trouve instantanément son écran. Ça me fait penser à la chanson de Johnny Hallyday, qu'on me donne l'envie d'avoir envie. L'envie d'avoir envie, c'est quelque chose d'important que les jeunes ont oublié ou en tout cas n'ont jamais connu. À la fin de cette émission, peut-être qu'on verra Netflix autrement, non plus comme une simple application sur nos téléphones, mais comme le miroir d'un monde nouveau, celui où la culture est devenue un flux et où nous, spectateurs, on est devenus finalement les produits. Bienvenue donc dans Netflix et compagnie, les coulisses d'une révolution, une plongée dans l'empire du streaming, là où se joue en silence l'avenir même de nos imaginaires. On raconte souvent qu'une idée de génie naît en général d'un détail. Un grain de sable dans la mécanique du quotidien, une contrariété, vous savez, la contrariété minuscule qui finit par ouvrir un monde. Pour Reed Hastings, ce grain de sable aurait pris la forme d'un PV, une amende, une pénalité de $40 pour un film rendu en retard chez Blockbuster, le grand roi du vidéoclub américain. Humilié, vexé, il aurait juré de ne plus jamais subir pareille injustice. Et du coup, de cette irritation domestique serait née une entreprise qui bientôt allait ébranler Hollywood et le monde. Alors c'est une belle histoire, c'est vrai, mais c'est une histoire inventée. La vérité est plus subtile et sans doute finalement plus intéressante. Reed Hastings n'a jamais rendu en retard une cassette. En revanche, il a un talent rare, celui de voir venir les ruptures avant les autres. Il est ingénieur, diplômé en intelligence artificielle à Stanford. Il a déjà vendu sa première entreprise, Pure Software, pour une somme considérable, $75 millions. Vous voyez, donc de quoi prendre une retraite paisible à 40 ans à peine. Donc rendre un DVD en retard, on ne peut pas dire que ça le gêne tellement. Mais Hastings n'est pas de ceux qui se contentent de contempler leur succès. Il veut bâtir quelque chose de plus grand, de plus utile, un simple service efficace, presque élégant dans son fonctionnement. Et c'est comme ça qu'en 1997, c'est-à-dire hier matin, dans la ville californienne de Los Gatos, naît Netflix. Contraction de net pour Internet évidemment et de flix pour film. Un nom court, presque anodin, mais déjà tourné vers l'avenir. Avec son associé Mark Randolph, un spécialiste du marketing, il va imaginer un concept inédit, un service de location de DVD par correspondance. Alors on choisit ses films sur Internet, ce qui à l'époque est encore un geste futuriste, faut quand même imaginer ça. On les reçoit chez soi et on les renvoie par la poste, sans pénalité de retard, sans guichet et sans attente. Un Netflix avant Netflix. Et le pari paraît complètement fou. En 97, Internet n'a rien du réseau qu'on connaît aujourd'hui, ultra rapide, etc. La connexion grésille, le modem, vous savez, les siffles, tout ça. Les images se chargent lentement. Enfin bon, j'ai pas besoin de vous raconter la vie, vous l'avez connu comme moi, en tout cas la plupart. Mais Hastings, lui, il y croit. Et son intuition, c'est que la technologie va finir par rattraper son idée et que le moment venu, ceux qui auront su s'y préparer seront déjà prêts à changer le monde. Et dès le départ, Netflix ne se contente pas d'envoyer des disques. Hastings et Randolph veulent comprendre leurs clients. Ils veulent savoir pourquoi ils louent un film et quand ils le regardent et ce qu'ils aiment et ce qu'ils détestent. Donc pourquoi, quand, ce qu'ils aiment et ce qu'ils détestent. Et pour ça, Hastings va mettre à profit son bagage scientifique. Il va développer les premiers algorithmes de recommandation. Vous savez, c'est ces ensembles de règles qui sont capables d'analyser des goûts, de prévoir des préférences, d'anticiper des comportements. Un mot encore inconnu du grand public, mais qui 20 ans plus tard régnera sur le monde, c'est le cas actuellement. Ce que Netflix invente, sans le savoir, c'est la première machine à prédire le plaisir. Au tournant des années 2000, le modèle décolle lentement. Faut être honnête, les clients commandent en ligne, reçoivent leurs DVD dans de petites enveloppes rouges reconnaissables entre mille et se prêtent au jeu. Le système d'abonnement mensuel, $15,95 pour un accès illimité, séduit évidemment les familles, les cinéphiles et ceux qui détestent attendre dans les files d'attente des vidéoclubs. En quelque sorte, Netflix devient un peu, pour nous Français, la redoute, vous savez, du cinéma, un catalogue géant qu'on feuillette depuis son canapé, puis on commande et on n'a plus qu'à le recevoir. Mais l'histoire aurait pu tout à fait s'arrêter là, parce qu'à peine 3 ans après son lancement, la bulle Internet explose. Des centaines de startups ferment, les investisseurs s'enfuient.
Mais Netflix tient debout, vacille mais tient encore debout. En 2000, Hastings propose à Blockbuster, donc son futur ennemi juré, d'acheter 49% de sa jeune entreprise pour 50 millions de dollars. Le PDG de Blockbuster éclate de rire. « Non mais votre idée n'a aucun avenir », lui répond-il. Ironie du sort, 10 ans plus tard, Blockbuster sera en faillite et Netflix vaudra des milliards. Reed Hastings donc tient bon. Vacille, mais tient bon. Alors il licencie, il réduit les coûts, réinvente son modèle. En 2002, il ose un pari, un coup de poker, introduire Netflix en bourse alors que l'entreprise n'est toujours pas rentable. Ça, personnellement, je comprends pas. Je comprends pas comment ça marche. Un jour, il faudra qu'on m'explique. L'opération lui permet quand même de lever 82 millions de dollars. C'est risqué, mais ça fonctionne. Netflix respire à nouveau. Et surtout, Netflix grandit. En un an, elle franchit le cap du million d'abonnés. Et pourtant, la route reste longue. Hastings comprend qu'il ne lui suffit pas d'envoyer des DVD. Maintenant, il faut préparer l'avenir. Et cet avenir, il est numérique. Vous voyez, la grande force, c'est quand même la vision. Le DVD, pour lui, c'est qu'une transition, un support, et un support provisoire, une étape sur le chemin futur du streaming. Mais en 2002, le mot streaming n'a aucun sens pour le grand public. Les connexions sont trop lentes, les fichiers trop lourds. Alors, c'est pas grave, Hastings attend. Il observe et il est en train de préparer la bascule. En 2007, la révolution a enfin lieu. Internet s'est accéléré, les écrans se sont multipliés. Le temps est venu de couper le cordon avec la poste. Netflix dévoile donc un nouveau service, le visionnage instantané par Internet, sans téléchargement et sans support physique. C'est ça, le streaming. Vous connaissez évidemment. Les abonnés peuvent désormais regarder leurs films et séries directement sur leur ordinateur. Le DVD devient obsolète en une nuit. Et Blockbuster, trop lent à réagir, ne s'en relèvera jamais. C'est la première mue, si vous voulez, de Netflix, la métamorphose d'une société de logistique en empire du numérique. D'un vendeur de disques, si vous voulez, ou d'un loueur de disques, à un vendeur de temps. C'est ça la différence. Et cette transition n'a pas été qu'une question de technologie, mais aussi, et j'allais dire surtout, de philosophie. Parce que Hastings n'a jamais voulu seulement distribuer des films. Il voulait comprendre, encore une fois, le spectateur moderne. Comme je vous le disais tout à l'heure, son impatience, il veut comprendre sa curiosité, sa solitude aussi. Il savait que dans un monde saturé d'offres et de distractions, le vrai luxe n'est plus le choix, c'est le confort. Et c'est ce que Netflix a promis, ne plus jamais chercher, ne plus jamais attendre, ne plus jamais manquer. Mais avant d'en arriver là, il faut survivre aux secousses. Parce qu'en 2011, Netflix fait un faux pas. Hastings décide de séparer son activité historique, la location de DVD, de son nouveau service de streaming. Alors les prix augmentent, les clients se révoltent, 800 000 abonnés s'en vont. C'est quand même une crise, et c'est la première crise majeure. Hastings s'excuse publiquement, il admet son erreur et se recentre sur ce qui compte, la plateforme. Donc il a compris là une chose essentielle, l'avenir n'est plus dans les disques, encore une fois, mais dans les données. Désormais, Netflix n'est plus un loueur, mais une entreprise de calcul. C'est ça, vous savez, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous avez vu le film sur la naissance de McDonald's. C'est quand le héros du film a plusieurs restaurants mais qui ne gagne pas assez d'argent. Et il ne comprend pas pourquoi il gagne de l'argent et puis qu'une personne lui dit « Mais vous n'êtes pas un vendeur de sandwich, vous êtes dans l'immobilier. Et c'est dans l'immobilier qu'il gagne de l'argent. » Là, c'est un peu la même chose. Netflix n'est plus un loueur, c'est une entreprise de calcul. Ces algorithmes apprennent, peaufinent, s'adaptent. Ils repèrent les tendances, détectent les goûts émergents, recommandent avant même que le spectateur ne formule un désir. C'est une horreur finalement quand on y réfléchit, mais bon. Et c'est là que tout change, parce que pour nourrir ces algorithmes, il faut des contenus. Et pour avoir des contenus, il faut produire soi-même. La logique est implacable. Pour rester maître du plaisir, il faut devenir maître des histoires. En gros, faire ce que fait Apple depuis toujours, c'est-à-dire maîtriser toute la chaîne de A à Z. Et c'est ainsi qu'à la fin des années 2000, Reed Hastings prend une décision qui va bouleverser l'équilibre du monde audiovisuel,
Netflix va produire ses propres séries. Non plus simplement distribuer, mais créer. Non plus louer les rêves des autres, mais fabriquer les siens. Et le premier de ces rêves s'appellera House of Cards. D'ailleurs, vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi, si vous êtes abonné à Netflix, vous savez, ça démarre par le tantan, le fameux tantan, eh bien, vient de House of Cards, puisque le personnage, vous savez, le héros, donc je me souviens évidemment pas du nom, mais la série, c'est une adaptation d'une série anglaise, mais la série américaine est pas mal foutue, et vous savez que quand il est à la fin des épisodes, avec sa bague, il tape sur le bureau, comme ça, comme ça. Et c'est de là que vient le générique, le fameux générique Netflix. Bref, l'histoire du progrès technique est souvent une histoire de patience. Les révolutions arrivent, et elles arrivent rarement en fanfare. Vous savez, elles s'installent doucement comme ça dans le quotidien jusqu'à devenir invisibles. Et c'est justement ce qui se passe en 2007, quand Netflix, presque discrètement, introduit une nouvelle fonction dans son offre. Le fameux visionnage instantané de films et de séries directement via Internet. Plus de DVD, plus d'enveloppe rouge, seulement un clic. Vous savez, je parlais d'Apple tout à l'heure, l'iPhone est né en 2007, donc voilà, on est à la convergence de tout ça. À l'époque, peu de gens réalisent ce qui vient de se produire. Mais c'est ce jour-là, précisément, que la télévision bascule. Un basculement, quand on y réfléchit, aussi profond que celui de Gutenberg pour l'imprimerie ou de l'électricité pour les villes. Désormais, le flux d'images n'a plus besoin d'un support matériel. C'est dingue ça. Le cinéma devient dématérialisé, ubiquitaire, immédiat. L'image quitte l'écran de télé pour s'installer partout, dans les ordinateurs, les tablettes qui arrivent, bientôt dans les poches, le smartphone arrive vraiment avec l'iPhone et consorts, et avec elle, c'est tout notre rapport au temps qui est en train de se transformer. Pendant un siècle, regarder un film ou une série, c'était accepter une contrainte. Il fallait attendre l'heure de diffusion, se rendre dans une salle, subir la publicité. On vivait au rythme des programmateurs des chaînes et des distributeurs. Or, Netflix change tout ça. Pour la première fois, le spectateur choisit quand il regarde. On passe du statut de consommateur au statut de consommateur. Et donc, on choisit quand on regarde, et surtout, on choisit combien de temps. Le streaming, c'est finalement la fin de la temporalité imposée. La fin de la grille des programmes, de la patience, de l'attente. C'est une liberté immense, souvenez-vous, presque vertigineuse, tout de suite. Mais cette liberté a un prix, parce qu'en supprimant l'attente, Netflix supprime une part du désir. Les débuts du streaming sont d'ailleurs hésitants. Les connexions sont lentes encore, les catalogues plutôt restreints. L'expérience, pour beaucoup, est très frustrante. On regarde quelques minutes et puis la vidéo s'arrête pour, vous savez, le fameux buffering. Vous savez, c'est la roue qui tourne et puis on attend. Qu'est-ce qui se passe ? Oui. Mais Hastings, lui, il s'en fout. Il voit plus loin. Il sait que la technologie finira par suivre. Et il n'a pas besoin d'aller vite. Il a juste besoin d'être prêt quand le monde et quand la technologie le sera. Et peu à peu, les fournisseurs d'accès améliorent les réseaux. La vidéo devient fluide, naturelle, confortable. En 2010, Netflix passe un cap symbolique. Plus de la moitié de ses abonnés regardent désormais les contenus en streaming plutôt qu'en DVD. La mue, cette fois, est accomplie. Et dans le même temps, un autre acteur gigantesque est en train de chanceler, le fameux Blockbuster. L'enseigne bleue et jaune ferme, elle, des centaines de magasins. Son modèle basé sur la rareté et la pénalité s'effondre face à la promesse de Netflix. Regardez autant que vous voulez, quand vous voulez. L'illimité, si vous voulez, c'est l'arme absolue. En 2010, Blockbuster se déclare en faillite. La revanche est totale. Reed Hastings ne va pas s'en vanter, il n'a pas tué Blockbuster. Il va dire un jour, ce sont ses clients qui l'ont quitté. Mais ce que Hastings comprend mieux que quiconque, c'est que le streaming ne se résume pas à un nouveau mode de distribution. C'est un nouveau régime du temps. Parce que désormais, le spectateur n'attend plus que le monde lui propose un film. Il va naviguer dans un océan d'images et tout ça sans fin. Donc vous voyez, c'est un peu le rapport de force qui s'inverse. C'est plus la télévision qui retient le public, c'est le public carrément qui retient la télévision. Dans les bureaux
de Los Gatos, l'équipe de Netflix observe les chiffres, évidemment. Combien d'heures passées devant l'écran, combien d'épisodes enchaînés, combien de pauses, combien de retours en arrière. Tout ça est mesuré, analysé, interprété par les nouveaux venus, vous savez, ceux qui s'occupent des statistiques, etc. Donc c'est c'est pareil, ce sont des nouveaux métiers qui sont en train d'émerger, d'arriver. Et de ces données émerge là une idée nouvelle. Si on comprend assez bien le comportement du spectateur, on peut donc lui donner ce qu'il veut avant même qu'il ne le formule. Netflix devient donc une machine à anticiper les désirs. Et c'est là que commence sa vraie puissance, non plus seulement un distributeur, mais encore une fois, un architecte de nos choix. Vous avez le sentiment que je radote, mais c'est très important. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas Netflix. Et on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui. Cette transformation ne se fait pas, bien sûr, sans résistance. Les chaînes de télé, d'abord, on regarde ça avec la fameuse condescendance habituelle. Vous voyez, ça ne marchera pas. Hein. Elles ne croient pas à la viabilité du modèle par abonnement. Elles pensent que la pub va rester le moteur économique dominant. Mais peu à peu, quand même, elles voient leur audience s'effriter. Les jeunes commencent par déserter le petit écran. Ils préfèrent les catalogues sans publicité, évidemment, les séries à la demande, la liberté du clic. Le mot Netflix devient même un verbe, Netflixer. C'est quand même assez dingue. Pas trop en France, mais en tout cas aux États-Unis. Et cette pratique, qui est anodine en apparence, c'est ça qui change tout. Parce que Netflix ne diffuse pas des films, elle occupe encore une fois du temps libre, du temps de cerveau, du temps de solitude. Son véritable concurrent, c'est pas une autre plateforme en fait, c'est le sommeil. Hastings va le dire lui-même un jour dans une conférence, imaginez ça, notre principale concurrence c'est le sommeil, parce que quand vous dormez, vous ne regardez pas Netflix. On est chez les fous, on se dit quand on regarde ça vu d'en haut, on se dit on est chez les dingues. Mais en fait, non, c'est ce qui fait la vie d'aujourd'hui. Phrase évidemment provocatrice, mais d'une lucidité glaçante. C'est un peu comme quand le patron de TF1 à l'époque avait dit en fait, la télévision, pour être honnête, c'est qu'est-ce qu'on met entre les pubs ? Parce que la télévision, en fait, c'est les pubs Coca-Cola, et qu'est-ce qu'on doit mettre entre les pubs ? C'est ça la question. C'est glaçant, c'est cynique, mais c'est la vérité. Donc, c'est une entreprise du temps. Et ce temps, eh bien Netflix va apprendre à le maîtriser. D'abord en supprimant les contraintes. Donc, plus de pub, ça c'était au début. Plus d'attente, plus d'horaire. Et puis en inventant, comme je disais tout à l'heure, un nouveau rapport à la narration, le fameux binge-watching. Regarder plusieurs épisodes d'affilée sans s'arrêter. C'est-à-dire proposer donc la série complète. Vous savez... les plus anciens se souviendront, quand on regardait les épisodes de 24 heures chrono, on avait 1 ou 2 épisodes par semaine, et il fallait attendre une semaine pour voir l'épisode suivant. Là, on a tout d'un coup, ce qui est quand même une révolution. Plusieurs épisodes en plus qu'on peut regarder sans s'arrêter. Un plaisir, une espèce de plaisir coupable, addictif, qui repose, vous savez, sur une idée très simple. Il ne faut pas casser le fil. Et le générique de fin devient presque inutile. D'ailleurs, la plupart des génériques sont passés, on le sait, remplacés par un petit message. L'épisode suivant commencera dans 10 secondes. 10 secondes pour résister ou pour céder, le fameux « bon, qu'est-ce qu'on fait on continue il est tard, mais ouais, on peut pas... » Et souvent, on cède, évidemment. C'est un geste minuscule, presque mécanique, mais il symbolise la mutation de ce siècle, la sérialisation du plaisir, l'enchaînement infini, la disparition du vide, le refus de la pause. Netflix, c'est la promesse d'un monde sans interruption. Et on s'étonne que nos gamins continuent sur TikTok à être comme des zombies. Mais nous, on fait pareil sur Netflix et sur les autres plateformes. C'est une dinguerie. On s'en rend pas compte. Franchement, avant de travailler cette émission, je m'en rendais pas compte à ce point-là. Mais là, franchement, en travaillant ça, je me suis dit, mais c'est une horreur. Alors pour Reed Hastings, cette logique du flux, c'est une philosophie. Lui qui a grandi dans la culture scientifique voit le monde un peu comme une suite de systèmes optimisés. Vous savez, c'est Matrix, lui, il voit les chiffres. Et dans son esprit, chaque spectateur est une équation, chaque clic est une donnée, chaque donnée une opportunité de comprendre. Netflix n'impose rien, il s'adapte, il ne dicte pas, il apprend, il ne programme pas, il devine. On a l'intelligence artificielle avant l'heure, en fait. Mais, avant l'heure, ça fait au moins 50 ans que ça existe. Mais à mesure que cette logique s'affine, une autre question se pose. Si tout est calculé pour nous plaire, que devient alors
le hasard? Que devient notre choix, notre libre arbitre? Si chaque film, chaque série, chaque recommandation est le résultat d'un algorithme, que reste-t-il de la découverte, de l'imprévu, du goût? Pendant que les critiques s'interrogent, Netflix avance. En 2013, il franchit un cap symbolique, plus de 40 millions d'abonnés dans le monde. Et surtout, il dévoile la fameuse première série originale entièrement produite pour le streaming, donc j'en parlais tout à l'heure, House of Cards. Thriller politique, sombre, élégant. Je ne retrouvais pas le nom, c'est Kevin Spacey évidemment, et puis la sublime Robin Wright. La série est mise en ligne donc en une seule fois, ça c'est une première, pas d'attente, pas de diffusion hebdomadaire, tout est disponible dès le premier jour, c'est un véritable choc, c'est un succès planétaire. Netflix vient d'inventer une nouvelle manière de consommer la fiction, en continu et sans relâche. C'est plus la série qui rythme nos semaines, c'est nous qui rythmons la série, c'est dingue. En quelques années, la télévision américaine bascule. Les chaînes traditionnelles perdent leur monopole du prestige. Netflix remporte ses premiers Emmy Awards quand même, qui étaient jusque-là quand même réservés aux géants du câble. Les producteurs affluent, c'est un peu... c'est comme ça, c'est le cercle vertueux, si vous voulez. Les producteurs affluent, les acteurs aussi. Avant, des acteurs qui hésitaient à travailler pour la télé, maintenant ils hésitent plus du tout. Les budgets explosent. Et surtout, la donnée remplace encore une fois l'instinct. Là où les studios produisaient selon leur flair, Netflix arrive et produit selon les chiffres tout simplement. Ils arrivent et ils disent voilà ce que vous regardez, combien de temps, à quel moment de la journée. Tout devient matière à décision artistique. Le contenu n'est plus un pari, mais en fait un simple calcul. Et c'est là, dans cette alliance entre art et algorithme, que naît le nouveau visage, désormais, du divertissement mondial. À la fin des années 2010, Netflix n'est plus une start-up évidemment, c'est même plus une scale-up, c'est un véritable empire. Ses serveurs tournent jour et nuit, alimentent des millions d'écrans, son logo rouge devient un symbole universel et son modèle une promesse, une télévision sans télévision. Mais comme toute révolution, elle n'est pas sans conséquences, parce qu'à force de vouloir tout rendre accessible, Netflix crée une forme nouvelle, si vous voulez, de dépendance, celle de ne plus savoir choisir, de se laisser guider par la plateforme, de confondre le plaisir et la disponibilité. Le streaming ne libère pas seulement le spectateur, il l'encadre, il le façonne, il le prédit. Et c'est ici que commence la troisième étape de cette révolution. Celle où Netflix ne se contente plus de diffuser, mais de tout simplement fabriquer, j'insiste, l'imaginaire mondial. Il y a des moments dans l'histoire des médias où tout bascule d'un coup. Le jour où la radio a dépassé la presse, le jour où la télé a supplanté le cinéma, et puis le jour où Netflix a donc cessé d'être un distributeur pour devenir un créateur. Ce jour-là, le monde de l'audiovisuel, on l'a compris, a changé de nature. On est en 2013 maintenant. Netflix compte alors 33 millions d'abonnés, essentiellement aux États-Unis. La société investit des sommes considérables. Je vous l'ai dit, elle dépend encore malgré tout, et ça c'est Reed Hastings qui le dit, il comprend que malgré tout, elle dépend des studios, elle dépend des chaînes, elle dépend des producteurs, et donc c'est pour toutes ces raisons qu'ils vont créer leur propre contenu. C'est pas évident au départ, faut bien, j'avais envie de revenir là-dessus parce que c'est pas si évident. Produire, c'est risqué quand même. C'est s'exposer, c'est entrer dans un monde où les décisions ne se prennent plus à partir quand même de tableurs, mais d'intuition, de vision, d'émotion. Ça, c'est ce qui se fait habituellement. Mais Hastings va réussir à concilier les deux. Il ne veut pas être un producteur comme les autres, il veut être un producteur rationnel. Un producteur guidé non pas par les caprices du talent, mais encore une fois, et là aussi, j'insiste, vous allez dire que je me répète, mais j'insiste vraiment par les données. Et c'est là qu'apparaît un nom, donc, qui va tout changer, donc le fameux House of Cards. Netflix, quand il se lance là-dedans, n'a pas produit un seul film, mais elle va tout oser pour investir 100 millions de dollars pour 2 saisons. C'est une folie, il faut imaginer ça pour une entreprise qui n'a jamais tourné une seule image. Mais encore une fois, c'est pas un pari, c'est un véritable calcul. Parce que, en fait, avant même de lancer le projet, Netflix a analysé les données de ses abonnés. Elle sait qu'ils adorent les films politiques. Elle sait qu'ils regardent volontiers les productions avec Kevin Spacey. Et elle sait que le réalisateur David Fincher, connu pour Fight Club, Social Network, suscite un véritable engouement particulier auprès des trentenaires urbains, diplômés, technophiles, autrement dit,
Vous l'avez compris, c'est nous, c'est le cœur de la clientèle Netflix. Le raisonnement est simple, si ces 3 ingrédients plaisent séparément, ensemble ils vont donc faire un triomphe. Et c'est pas un pari, c'est une réussite totale. Le triomphe a lieu. Quand House of Cards sort en février 2013, tout change. Netflix met donc en ligne toute la saison d'un coup, ça rompt avec la logique habituelle. Plus d'épisodes hebdomadaires, plus de suspense, vous savez, imposé. Encore une fois, c'est le spectateur qui décide, allez, on en fait un de plus, etc. Le succès est colossal. La série devient un phénomène mondial, commenté sur les réseaux sociaux, qui sont tout neufs, disséqués dans les médias. Et pour la première fois, une plateforme numérique reçoit donc des Emmy Awards, la plus haute distinction de la télévision américaine. Les vieux studios comprennent à ce moment-là qu'un nouvel acteur est entré dans la cour des grands, mais ce nouvel acteur joue selon des règles qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas le début du commencement d'un algorithme, eux. Ce que Netflix a compris, c'est un peu la même chose, mais alors en beaucoup plus lent, beaucoup plus compliqué, entre la radio et les podcasts. Un jour, j'y reviendrai. Peut-être dans un live. Ce que Netflix a compris, c'est que la clé du succès n'est pas dans la rareté, mais dans la proximité. Le spectateur ne veut plus être spectateur, il veut être un partenaire. Et donc Netflix, faut pas croire, Netflix nous impose rien, elle propose. Bon, après on peut discuter, mais elle écoute, elle nous observe, elle nous analyse, et surtout, elle nous parle dans notre langue, pas seulement linguistique, mais notre langue culturelle. C'est comme ça d'ailleurs que commence la conquête du monde. En 2015, Netflix entame son expansion internationale à grande échelle, l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Asie. Chaque pays découvre le même écran d'accueil, le même logo rouge, mais à chaque fois avec un contenu adapté. Ici des thrillers espagnols, là des drames français, ailleurs des romances indiennes. Netflix s'infiltre partout en se rendant local. Je crois qu'en France, la production française est minimum de 20%, je crois. L'exemple le plus frappant, c'est l'Espagne. C'est un des exemples les plus vus dans le monde. Une série tournée pour la télévision nationale, au budget modeste au départ, intitulée La Casa de Papel. Je pense que tout le monde l'a vue. Diffusée en 2017, elle passe totalement inaperçue dans son pays. Mais Netflix rachète les droits, la retravaille, la traduit, la met en avant sur sa page d'accueil. Et en quelques semaines, la série devient un phénomène mondial. Les masques de Dali envahissent les rues, les réseaux sociaux, les carnavals. Vous avez une fiction espagnole quand même, qui devient un symbole global de résistance et de liberté. Qui n'a pas chanté la chanson italienne la fameuse chanson italienne de la résistance. Le message est clair, Netflix n'importe pas la culture américaine, pas seulement, elle exporte la culture du monde. C'est quand même fort. Cette stratégie repose sur une idée très simple, mais redoutable. La donnée n'a pas de frontières. Netflix sait que ce que les gens aiment partout. Elle sait que les téléspectateurs français adorent les séries policières scandinaves, que les Brésiliens raffolent des drames familiaux coréens, que les Italiens se passionnent pour les thrillers britanniques. Grâce à ces algorithmes, la plateforme crée des ponts culturels que la télévision nationale n'aurait jamais osé imaginer parce qu'elle n'a pas les fameuses données. Et ce faisant, elle invente un nouveau type de globalisation, non plus celle des produits, mais celle des émotions. Mais cette conquête, là encore, a un prix, c'est l'uniformisation. Parce que pour plaire partout, faut simplifier, lisser, calibrer. Les intrigues doivent être compréhensibles, les émotions universelles, les personnages archétypaux, si vous préférez. Et on l'a vu avec l'histoire du wokisme, qui a fini par faire mal à toutes les plateformes de streaming. Le format Netflix devient reconnaissable entre mille. Plans léchés, rythme rapide, dialogue efficace, bande-son immersive, une grammaire commune du divertissement mondial. Un langage visuel que tout le monde comprend et que certains finissent par trouver finalement un peu trop parfait. Et au cœur de cette globalisation du goût, un autre phénomène voit le jour, la nostalgie algorithmique. Et oui, Netflix comprend même ça, que les spectateurs ne veulent pas seulement découvrir du neuf, mais retrouver des émotions anciennes. Vous me voyez venir, c'est comme ça qu'en 2016 naît Stranger Things, un hommage à Spielberg, à Stephen King, aux années 80. Des vélos, des Walkman, des enfants courageux, des monstres venus d'un autre monde, tout y est familier, et pourtant tout est nouveau.
Et la série explose. Et avec elle, Netflix atteint une dimension symbolique, celle de l'entreprise capable de créer des mythes universels. Stranger Things, The Crown, Narcos, Dark, à chaque fois des univers forts, cohérents, construits pour le monde entier. Et chaque pays s'y reconnaît, chaque spectateur y trouve une part de lui-même. Netflix est devenu une fabrique de légendes modernes, à la fois globales et personnalisées. Mais ce triomphe suscite aussi la peur, parce que plus Netflix grandit, plus elle concentre de pouvoir. Pouvoir économique, évidemment, avec des budgets dépassant parfois ceux de certains États. Pouvoir culturel, surtout celui de décider ce que des centaines de millions de personnes verront demain soir. Ce pouvoir-là, insidieux, silencieux, invisible, est quand même inédit dans l'histoire du divertissement. Et les critiques commencent à parler d'une monoculture numérique, d'un empire du goût. On avait déjà ça avec Disney, mais c'était plus diffus, parce que c'est pour les enfants, et les enfants, ils aiment ça. Mais là, c'est pour tout le monde. Les réalisateurs s'inquiètent, évidemment, de la standardisation des récits. Les États redoutent la perte de leur souveraineté culturelle, déjà qu'ils ont perdu tout le reste, et nulle part, cette résistance ne sera plus vive que dans un pays en particulier, le nôtre, la France. Et quand Netflix décide de partir à la conquête du monde, il le sait à l'avance, un territoire sera plus difficile à pénétrer que tous les autres, la France. Non pas parce que les Français n'aiment pas le cinéma ou les séries, en fait bien au contraire, mais parce que la France, depuis des décennies, protège en fait sa culture comme un trésor national. Ça, c'était avant. Un pays où la télévision est un service public, où les librairies ont des prix fixes, où les films obéissent à une chronologie des médias réglée comme une horloge. Combien de fois est-ce qu'on n'a pas pesté parce qu'on ne pouvait pas voir tel film, soit en DVD, soit en Blu-ray, soit en machin, parce que y a cette fameuse chronologie des médias qui interdisait sa sortie avant 1 an, 2 ans, 3 ans, moi, quand j'étais petit. En un mot, la fameuse exception culturelle. Et c'est précisément ce que Netflix va venir bousculer, va venir exploser. On est en septembre 2014. Netflix lance officiellement son service en France. Je me souviens, je pense que vous vous souvenez tous, ça fait la une des journaux, les débats s'enflamment, les ministres s'inquiètent, on pensait même, je crois que même qu'au départ, Netflix était aux Pays-Bas et pas en France. La question n'est pas seulement économique, elle est symbolique, parce que Netflix ne se contente pas de proposer un nouveau mode de diffusion, elle remet en cause toute une architecture de règles, de valeurs et de coutumes. À commencer par cette fameuse chronologie des médias, héritée des années 80, 36 mois, 3 ans entre la sortie d'un film en salle et sa diffusion sur une plateforme payante, faut imaginer ça. On avait Canal+, nous à l'époque, dans les années 80, on avait juste Canal+, en plus des 3 autres chaînes. Il fallait attendre 3 ans et c'était une véritable révolution quand ce film passait sur Canal+. C'était une règle qui était faite pour protéger les salles de cinéma, qui étaient considéré comme le cœur battant de la création. Mais pour Netflix, cette règle est totalement absurde. Comment est-ce qu'on peut séduire des abonnés si les films récents sont inaccessibles? Comment est-ce qu'on peut concurrencer la télévision si on diffuse toujours avec 3 ans de retard? Et le choc, faut imaginer ça, est frontal. Et pour la première fois, la France découvre que sa conception du cinéma, fondée sur la rareté et la hiérarchie, entre en collision frontale avec une économie du flux et de l'immédiateté. Reed Hastings, pragmatique, choisit plutôt la diplomatie. Il installe un bureau finalement en France, il engage des équipes locales, il apprend les codes. Mais il y a toujours cette suspicion. Certains craignent que Netflix ne détruise le tissu culturel français, qu'elle ne dévore les chaînes, qu'elle ne formate le goût du public. Le ministre de la Culture de l'époque, Aurélie Filippetti, déclare « Netflix ne doit pas être le cheval de Troie d'un capitalisme culturel sans visage ». C'est des mots forts quand même. Et pourtant, malgré cette méfiance, la plateforme séduit. Dès les premières semaines, les abonnements explosent, parce que derrière les grandes déclarations politiques, qui souvent restent des déclarations, donc de la com, il y a les usages, les habitudes, les soirs de solitude. Et Netflix parle à tous ces gens-là. On en parle tous les jours, la dichotomie entre les médias, entre les politiques et entre le terrain. Les Français découvrent alors
un nouveau plaisir, choisir sans attendre, zapper sans culpabilité, s'abandonner à la fluidité. Les séries américaines deviennent un langage commun, encore une fois. Breaking Bad, Orange is the New Black, House of Cards. Les soirées se transforment, les conversations aussi. Tu regardes quoi en ce moment sur Netflix ? Ça, c'est la question qui devient banale. C'est aussi banal que à ce qu'on faisait avant. Tu lis quoi ? Tu vas où en vacances ? Non, maintenant, qu'est-ce que tu regardes sur Netflix en ce moment ? Netflix n'est plus un service, ça devient une habitude collective. Mais Hastings sait qu'il ne peut pas se contenter d'être un diffuseur étranger. Donc pour s'implanter localement et durablement, il doit devenir producteur local. Et c'est comme ça qu'apparaît le label Netflix Original France. Les premiers pas sont prudents. Marseille, en 2016, c'est la première série française estampillée Netflix. On a quand même Gérard Depardieu qui incarne un maire corrompu de la cité phocéenne. Alors l'ambition est grande, le budget aussi, mais le résultat plutôt mitigé. La série est moquée, j'avoue que je ne l'ai pas vue. Elle est jugée caricaturale, mal écrite. Les critiques fusent, les réseaux se déchaînent. Même Le Monde en parle, il parle d'une série postiche. Pour beaucoup, c'est donc la preuve que Netflix ne comprend pas la culture française. Mais Hastings, encore une fois, ne s'arrête pas à un échec. Il observe, il ajuste et il apprend. Et très vite, la plateforme affine sa stratégie. Elle va s'appuyer sur les talents locaux, les producteurs indépendants, les scénaristes français. Elle va financer des projets variés, du polar au documentaire, du teen movie à la comédie romantique. Et peu à peu, elle va trouver sa voie. Planqueur, Lupin, Family Business, Balles perdues, des succès populaires qui sont ensuite regardés dans le monde entier. Et soudain, la France découvre qu'elle peut exporter sa culture via Netflix. Omar Sy, qui était déjà une star nationale, devient une star mondiale. Les séries françaises sont traduites en 20 langues, vues aux États-Unis, au Brésil, en Inde. L'exception culturelle, qui était avant un rempart, devient un tremplin maintenant. Le paradoxe est total. Pour défendre son identité, la France doit accepter de passer par un géant américain. No comment. Mais la tension ne disparaît jamais vraiment. Les chaînes historiques, TF1, France Télé, Canal, voient Netflix comme un rival redoutable. Bien entendu, les producteurs indépendants dénoncent la captation des talents. Et surtout, l'État tente de reprendre la main. Ah, voilà l'État. En 2021, la France impose à Netflix une nouvelle règle, consacrer 25% de son chiffre d'affaires local à la production française ou européenne. Et Hastings accepte, parce qu'il sait que ce compromis est vraiment la clé de la légitimité, donc il pourra faire ce qu'il veut. Netflix en France doit être un acteur culturel à part entière et pas un prédateur. Derrière cette négociation, vous avez une question plus profonde. Est-ce qu'on peut concilier l'universalité numérique et la singularité culturelle ? Vous avez 3 heures pour répondre à la question. La réponse, en fait, se trouve peut-être dans la manière dont Netflix aborde le monde. Non pas en imposant une culture américaine, quoique, mais en construisant une mosaïque mondiale, donc quelque part quand même une culture américaine. Chaque pays devient un laboratoire, chaque langue une porte d'entrée. J'allais dire, McDo fait exactement la même chose. Et la France, malgré sa résistance initiale, va finir par devenir un maillon essentiel de cette globalisation de la création. Il reste pourtant une ambiguïté, presque une ironie. En voulant défendre sa culture contre la mondialisation, la France a contribué à l'enrichir. Parce que Netflix, en finançant les productions locales, offre aux créateurs français une visibilité qu'aucune chaîne nationale ne pouvait garantir. Mais cette visibilité a un prix, la dépendance. Derrière la liberté apparente du créateur, en fait, il y a les contraintes de l'algorithme, les impératifs du temps de visionnage, la dictature du clic. L'artiste doit plaire vite, fort et globalement. Le rêve d'un cinéma libre, d'une exception préservée, se heurte alors à une évidence, même la culture désormais obéit à la logique des plateformes. Et pendant que la France débat des quotas, de sa souveraineté culturelle, Netflix avance déjà vers un nouveau champ de bataille, parce que d'autres géants sont entrés dans l'arène, Amazon, Disney, Apple. Et bientôt, la guerre du streaming ne sera plus une conquête, mais une guerre totale. Donc pendant près d'une décennie, Netflix a régné seule. Elle a inventé un modèle, imposé un vocabulaire, conquis la planète. Elle a fait vaciller toute seule les télévisions, humilié les studios, converti des millions de spectateurs à son credo, tout de suite, partout.
Mais aucune hégémonie ne dure éternellement. Et dans les couloirs de la Silicon Valley, d'autres géants observent, apprennent et sont en train de s'armer. En 2019, la situation change brutalement. Le monde du streaming, jadis tranquille, devient un véritable champ de bataille. L'âge d'or de Netflix touche à sa fin. Place à la guerre des plateformes. Le premier à entrer dans l'arène, c'est Amazon. Géant du commerce en ligne, est-ce que j'ai besoin de vous le présenter? Déjà omniprésent dans nos vies, décide d'ajouter une corde à son arc, Prime Video. Le modèle est simple et redoutable, la vidéo n'est qu'un bonus du service d'abonnement à Amazon Prime. Autrement dit, le streaming devient un argument de fidélisation. Ce que Netflix vend comme un produit principal, Amazon l'offre comme un supplément. Et cette logique change tout. Le contenu n'est plus une fin, mais un outil d'écosystème. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, comprend vite que pour rivaliser avec Netflix, il faut frapper et frapper fort. En 2018, il investit dans la série la plus chère de toute l'histoire des séries, une adaptation du Seigneur des Anneaux, $1 milliard pour une saison, un record, une véritable déclaration de guerre. Mais Amazon ne cherche pas à copier Netflix, il veut acheter en fait lui du prestige, s'imposer dans l'imaginaire et pas seulement sur les écrans. Là où Netflix mesure des clics, Amazon vise la gloire. Et cette différence de philosophie va être l'une des lignes de fracture du streaming mondial. Et puis vient Disney. Et alors là, tremblement de terre, évidemment. Pendant des décennies, Disney a vendu ses films et ses séries à toutes les chaînes, à toutes les plateformes. Sauf qu'en 2019, l'entreprise décide de tout reprendre en main et elle retire ses contenus de Netflix, bloque la diffusion de Star Wars, de Marvel, de Pixar et lance son propre service, Disney+. Coup de tonnerre! En quelques mois, Disney+ attire des dizaines de millions d'abonnés. Avec une seule arme, un catalogue mythique et une stratégie redoutable, le pouvoir de la nostalgie. Là où Netflix promet la découverte, Disney promet le souvenir. Des histoires qu'on connaît déjà, qu'on aime déjà, qu'on veut transmettre à ses enfants. C'est la bataille entre la nouveauté et la mémoire, entre l'algorithme et la tradition. Et Disney a un avantage immense, évidemment, il n'a pas besoin d'apprendre à produire des mythes parce qu'il les possède déjà et qu'en plus il sait déjà produire. À cette alliance des titans s'ajoute bientôt Apple avec Apple TV+. Avec son modèle plus discret, c'est vrai, qui repose là sur la qualité, l'image, le prestige. Et c'est vrai que quand vous regardez une série Apple, vous êtes étonné par la qualité extraordinaire des images. C'est pas parce que je suis un Apple maniaque, mais c'est vrai que la différence est vraiment flagrante. Des séries élégantes, minimalistes, pensées comme des objets d'art. Apple ne veut pas du volume, mais du raffinement. Elle ne cherche pas à nous occuper, mais à nous séduire. Vous voyez ? Oui, c'est ça. Au secours. Là, j'ai le téléphone qui s'est mis en marche alors qu'évidemment j'aurais dû le ranger, le mettre sur... J'ai pas fait attention. Donc, vous voyez, Apple nous écoute partout, mais ils nous écoutent tous partout. C'est une horreur. Je vais pas couper ça parce que finalement ça vient en complément de tout ce que je raconte. Apple ne cherche pas à nous occuper, mais à nous séduire dans l'univers saturé et sursaturé du streaming. C'est une stratégie de distinction. Il y en a moins, mais c'est mieux. Pourquoi pas? Et en quelques années, ces trois noms, Amazon, Disney, Apple, transforment le paysage. Le public, autrefois fidèle à une seule plateforme, ça y est, se disperse à nouveau. Les abonnements se multiplient, les catalogues se fragmentent, vous pouvez retrouver l'un sur l'autre, parfois le même film sur les trois, c'est insupportable, enfin pas sur Apple. Les abonnements se chevauchent et en fait ça devient n'importe quoi. Parfois on peut arriver à 100 € par mois, il faut être complètement fou. L'utopie de l'accès universel est en train de se muer en chaos du choix. Ce que Netflix avait promis, tout au même endroit, devient maintenant un mirage. Et maintenant, il faut choisir entre les géants, jongler entre les abonnements, naviguer entre les interfaces. Le confort laisse la place à la confusion. Et pour Netflix, c'est un tournant décisif. La croissance, jadis spectaculaire, commence très nettement à ralentir. Les abonnés saturent, les coûts explosent. Chaque nouveau programme doit être un succès planétaire pour justifier son budget. Les investisseurs s'impatientent, les analystes doutent, et Reed Hastings doit se réinventer. Encore. Alors il tente d'abord la diversification, le documentaire, l'animation, le stand-up, le film interactif, Bandersnatch.
Et puis, il mise sur l'international, convaincu que la prochaine croissance va venir du Sud, l'Inde, l'Afrique, l'Amérique latine. Mais même là, la concurrence s'intensifie. Les gouvernements imposent des quotas, les prix des abonnements chutent, les marges s'amincissent, les gens ont moins d'argent. Et Netflix, la start-up iconoclaste, devient un empire bureaucratique. Son succès la rend lourde, vulnérable, dépendante de ses propres recettes. Et justement, la recette commence à s'user. Alors Hastings change de stratégie. Il comprend que la bataille ne se gagnera plus seulement sur les contenus, mais sur, encore une fois, la donnée. Les autres peuvent acheter des films, recruter des stars, investir des milliards, mais aucun n'a le même trésor que Netflix, des années et des années d'informations sur nos comportements. Est-ce qu'on regarde à quel moment, dans quel état d'esprit, combien de temps on reste éveillé, quelles émotions nous cherchons, etc., etc., des milliards de signaux transformés en connaissances. Et c'est là, dans cette base de données gigantesque, que réside la vraie puissance de Netflix. Parce que les algorithmes ne dorment jamais, eux. Ils apprennent, ils adaptent, ils corrigent. Et ils produisent une nouvelle forme d'intelligence culturelle, celle d'un monde où chaque clic devient une histoire potentielle. Mais cette course à la donnée soulève une inquiétude. Que devient finalement la création quand elle dépend d'un simple calcul? Est-ce qu'on peut encore raconter une histoire libre, imprévisible, dérangeante, quand chaque intrigue doit être validée par une courbe de satisfaction ou ce qu'on appelle un taux de complétion? On a ça aussi dans les podcasts, je vous le dis. Certains réalisateurs refusent le jeu. Martin Scorsese, Alfonso Cuarón, Jane Campion voient à la fois une opportunité et une menace. Et Netflix leur offre une liberté financière totale, mais en échange, une invisibilité inquiétante. Plus de sorties en salle, plus de rituels collectifs, plus de moments partagés. Le film devient un flux, parmi d'autres, englouti dans le grand ruban de l'infini. En quelques années, le rêve du streaming s'est finalement retourné. Ce qui devait être une révolution de la liberté devient une guerre, en fait, d'enfermement. Chaque plateforme construit ses murs, verrouille ses contenus, enferme ses spectateurs. Le mot plateforme, jadis synonyme d'ouverture, devient synonyme de jardin clos. Vous savez, les films, attention, dans 15 jours, ce film va disparaître. Mais attends, non, c'est pas juste, j'ai commencé à le regarder. Voilà. L'utopie de l'accès universel s'efface derrière la stratégie du monopole. Et au centre de cette bataille, une certitude s'impose. Le vrai pouvoir n'est plus dans les studios, ni dans les salles, ni dans les télévisions. Il est dans les serveurs, dans ces fermes de données où circulent jour et nuit les histoires du monde. Netflix, on peut le dire, a changé la façon dont on regarde les images. Mais à présent, c'est elle qui doit se battre pour que nous la regardions encore. Elle a inventé la modernité, sauf que la modernité lui échappe déjà. Et oui, les révolutions mangent toujours leurs enfants. Les concurrents la talonnent, les abonnés s'éparpillent, les coûts explosent. Alors Reed Hastings prépare sa dernière transformation, une mue aussi discrète que décisive, celle où Netflix cesse d'être donc une plateforme de diffusion pour devenir un système d'intelligence culturelle globale. Et c'est là que commence le dernier chapitre de cette révolution, l'ère de l'algorithme roi, de la production prédictive et du streaming sans frontières. Pendant longtemps, on a cru que Netflix c'était une entreprise de divertissement, un fournisseur d'histoires, un marchand de séries, un passeur de films. Mais donc, à mesure que les années passent, une réalité s'impose. C'est pas seulement un média, c'est une infrastructure de l'imaginaire. Un système mondial d'observation, de calcul, de création, où la frontière entre la technologie et la culture s'efface peu à peu. Et là où Hollywood fonctionnait sur le pari, Netflix fonctionne donc sur la prédiction. Je ne vais pas revenir sur tout ce que je vous disais tout à l'heure. Les bureaux de Los Gatos ne ressemblent pas à des bureaux de producteurs traditionnels à Hollywood, mais plus à ceux d'un laboratoire. Vous avez des ingénieurs, les anciens statisticiens qu'on appelle maintenant des data scientists, des spécialistes de neurosciences qui travaillent aux côtés de scénaristes et de réalisateurs. Leur but, c'est comprendre le plaisir, décoder la mécanique, mesurer la durée, non plus raconter une histoire, mais fabriquer l'envie d'en entendre une autre, ou d'en regarder une autre. Et c'est là toute la différence entre le cinéma d'hier et le streaming d'aujourd'hui. Il y en a un qui voulait émouvoir, et l'autre qui veut retenir. Dans cette nouvelle économie de l'attention, le temps devient la monnaie. Et Netflix, qui a bâti son empire sur la maîtrise du temps,
perfectionne justement sa science. Ces algorithmes savent à quel moment un spectateur décroche, quand il met pause, quand il revient, quand il abandonne une série. Ils savent que le premier quart d'heure est crucial, que les 10 dernières minutes décident de la fidélité. Alors les récits se modifient en fonction. Les intrigues s'accélèrent, les cliffhangers se multiplient. Les cliffhangers, c'est justement les fameuses 10 dernières minutes qui donnent envie de regarder celle d'après. Les héros meurent plus vite, les émotions sont condensées, le rythme du monde est devenu celui du flux. J'ai appris par des amis que beaucoup de gens regardaient Netflix en accéléré, les films en accéléré. C'est totalement dingue. J'ai même appris que certains écoutaient les podcasts en accéléré. Ça donne vraiment envie de continuer dans ce monde, franchement. Mais cette adaptation continue malgré tout de créer un paradoxe. Plus Netflix s'ajuste à nos goûts, plus nos goûts se figent. Le hasard disparaît, la surprise s'érode, le plaisir devient prévisible. Et dans cet univers de confort total, une question émerge qui inquiète. Est-ce qu'on est encore libre de nos envies ? C'est plus seulement une affaire de cinéma, là. C'est vraiment une affaire de civilisation, et c'est pour ça que j'ai fait cette émission. On parle d'histoire, on parle de, même si ça n'a que 15 ans, on parle de civilisation. À travers Netflix, c'est tout un modèle culturel qui se redéfinit. Le cinéma, qui était un art du collectif avant, devient un art, voire un acte individuel. On ne rit plus ensemble, on ne pleure plus ensemble. On regarde, seul, avec un casque sur les oreilles, dans la lumière bleue d'un écran. Si vous prenez le métro à Paris ou dans les grandes villes, vous regardez les gens, il n'y a plus une personne qui a un livre en main, toutes sont avec leurs écouteurs et leur écran à regarder, on dirait des zombies. C'est exactement ça. On ne rit plus ensemble, on ne pleure plus ensemble, c'est comme ça. Le cinéma de salle faisait de nous un public. Aujourd'hui, nous sommes des utilisateurs. Et pourtant, ce changement ne détruit pas le récit. Évidemment, il le transforme. Et faut pas croire que je regarde pas. Je regarde comme tout le monde et j'adore ça comme tout le monde. Dans les rues de Séoul, à Bombay, à Paris ou Lagos, où vous voulez, les créateurs tournent désormais pour Netflix. Ils filment leur réalité locale, leurs mythes, leurs drames, leurs rêves. Et ces récits, traduits, diffusés, deviennent universels. Une série, je prends l'exemple, la série sud-coréenne, la Squid Game, que personnellement je déteste, Squid Game, bouleverse le monde entier. C'est pas malgré sa culture, c'est grâce à la culture. Vous savez, c'est un jeu brutal, extrêmement brutal, complètement idiot, vraiment profondément ancré dans la société coréenne. Je dis pas que la société coréenne est idiote, c'est pas ce que je dis, mais ça devient le miroir d'une espèce de capitalisme global. C'est le paradoxe sublime, si vous voulez, de Netflix. En uniformisant la diffusion, en fait, elle a involontairement libéré les voix locales, si vous voulez. Mais ce jeu est absurde. Enfin bref. C'est incroyable le nombre de personnes qui ont suivi ça. Derrière cette diversité qui pourrait être apparente, c'est toujours le calcul. Squid Game doit répondre à des indicateurs de performance, à des algorithmes de recommandation. Le succès d'une série ne se mesure plus donc en émotion ou en critique, mais encore une fois, en temps de visionnage, en taux de rétention, en nombre de partages. Le plaisir devient un chiffre, et le chiffre devient une loi. Ne vous y trompez pas. Pardon pour la parenthèse que je vais faire là, mais ne vous y trompez pas, c'est la même chose dans tous les domaines, y compris en politique. Donc Netflix n'a pas seulement transformé le marché du divertissement, elle a inventé une nouvelle manière de penser la création. Les récits sont testés, optimisés, ajustés, l'art devient une science appliquée à l'attention humaine. Cette fusion entre technologie et création, c'est celle de l'intelligence artificielle créatrice. Parce que ça, c'est demain. C'est-à-dire que bientôt, on n'aura même plus besoin de comédiens, etc. Netflix n'aura plus qu'à commander, à faire un prompt sur une IA. Et puis, à la va comme je te pousse, ça va nous sortir des séries qui seront déjà pré-mâchées, pré-vendues, pré-digérées, pré-vomies, j'allais dire. Et déjà, Netflix, effectivement, expérimente des outils capables de générer des synopsis, d'analyser des scénarios et de prédire les réactions du public. On y est. Les modèles linguistiques simulent des dialogues, évaluent les émotions, suggèrent des arcs narratifs. Demain, vous aurez peut-être des systèmes qui écriront eux-mêmes des séries entières, calibrées pour plaire, prêtes à être tournées. Et si on va jusqu'au bout de la logique, on peut se dire que petit à petit, on n'aura plus le temps de tout regarder. Et comme on le fait parfois avec des livres ou des documents, on va demander à une IA de nous résumer. Eh bien, on demandera à une IA de nous résumer la série ou le film qu'une IA a créé. Et ce monde aura fait le tour complet dans l'absurde.
Alors, est-ce qu'il faut s'en réjouir ou s'en inquiéter? C'est pas mon problème, c'est pas à moi de le dire, hein, c'est comme ça. L'histoire de Netflix, c'est pas celle d'un empire malveillant non plus, hein, c'est celle quand même d'une entreprise. Reed Hastings voulait pas manipuler le monde, évidemment, il voulait le comprendre, mais à force de vouloir le comprendre, finalement, il l'a modélisé. Et dans cette modélisation, il a capturé quelque chose de plus grand que la télé, c'est l'attention humaine. Donc maintenant, vous savez que tout est mesurable. Qu'est-ce que la culture quand elle n'a plus de frontières? Ça, on peut se poser la question. La réponse, vous pouvez la faire chez vous, bien entendu. On est dans un monde fascinant, c'est vrai, extraordinaire, mais tellement fragile, parce que si la technologie peut raconter nos émotions, il lui manque encore quelque chose que les algorithmes ne possèdent pas, le mystère. Et c'est peut-être ce fameux mystère que nous cherchons encore chaque soir, quand on lance Netflix. Non pas un film, non pas une série, mais le frisson d'un sens inattendu. L'instant où une fiction, née d'un code ou d'un cœur, nous rappelle que malgré tout, on reste humain. Ça vous est certainement arrivé, les fameux soirs pourris, où on cherche pendant 2 heures ce qu'on peut regarder, puis finalement, au bout de 2 heures, c'est comme si on avait regardé un film, on n'a pas choisi, on n'a pas trouvé, on est là comme des veaux, devant un catalogue tellement important qu'on n'a même plus d'envie, parce que plus rien ne nous provoque d'émotion. Alors, au début, je posais la question, que devient le cinéma quand il n'a plus besoin du cinéma? On a vu comment une simple idée des DVD envoyés par la poste est devenue un empire mondial. Je ne vais pas dire que Netflix a détruit le cinéma, loin de là, mais ça doit nous faire réfléchir sur notre propre désir de sens, encore une fois. Un désir que ni les algorithmes, ni les plateformes, ni même les machines ne pourront, j'espère, jamais totalement épuiser. Donc la prochaine fois que vous lancerez un épisode, souvenez-vous, derrière l'écran, il n'y a pas seulement un serveur, il y a toute une époque qui s'y reflète. C'est la nôtre, c'est la vôtre, c'est la même que tout le monde. L'histoire d'un monde qui, pour la première fois, regarde son propre regard. Donc se regarde lui-même. C'était intéressant de faire un petit retour historique sur les 15 dernières années d'une entreprise qui a révolutionné le monde de l'image. Salut, on se retrouve la semaine prochaine. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.